Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier. Très heureux de vous retrouver enfin. Ça fait déjà un petit bout qu'on ne s'est pas vu dans le Made in Québec, un peu pris par le temps ces temps-ci, mais je vous ai concocté une belle petite entrevue aujourd'hui, très inspirante, avec quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai envie de jaser avec, que je connaissais déjà par ses performances olympiques, mondiales et depuis quand même plusieurs années, on entend parler de lui sur la scène du patinage longue piste de vitesse. Donc, du patinage de vitesse longue piste, ça se dit mieux. Et puis, donc, je présente Laurent Dubreuil aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent, d'être avec nous présentement. Ben, ça me fait plaisir, Antoine. Salut à toi. Merci beaucoup. Oui, dans le fond, pourquoi je voulais te recevoir? Ben, d'un, pour qu'on parle de patinage longue piste, parce que c'est déjà un sport qui est un peu méconnu du grand public, peut-être plus populaire en Europe qu'ici au Québec. Personnellement, je suis toujours rivé devant mon écran quand il y a des compétitions diffusées à la télé. Là, c'est tellement excitant, puis tu bouts de ton siège tout le long, puis là, il y en a un qui dépasse l'autre qui est à l'intérieur, l'autre qui revient. C'est tellement stressant comme sport, ça n'a aucun sens. Mais j'ai déjà hâte aux prochains Olympiques 2022 février. J'imagine que c'est une date qui est quand même bien entourée dans ton agenda pour les Jeux de Beijing. Retour à Beijing, je pense que ça avait eu lieu en 2008, l'été aussi. Donc, ça va être spécial. Et mais avant tout, je veux dire aux gens que vous êtes présentement dans la version condensée, qui est le 3/4 de Lunch Made in Québec. Comme vous le savez, ça fait déjà le 2e épisode qu'on diffuse dans cette version-là pour vous donner le temps à 45 minutes d'écouter un épisode sur votre heure de lunch diffusé en direct à partir de midi, seulement et uniquement sur Facebook Live. Et ceux que ça l'intéresse d'écouter la version complète de l'entrevue, elle sera disponible dès le lendemain si tout va bien, sur toutes les autres plateformes, Spotify, YouTube et tout le reste. Donc, dans le Made in Québec podcast, bien sûr. Donc, en premier, je vais faire un petit topo pour raconter qui tu es, Laurent, pour que les gens apprennent à mieux te connaître. On est quasiment des jumeaux, Laurent. Ah oui, j'ai pas au courant. Tu es né le 25 juillet 1992 et je suis né le 23 juillet 1992. Donc, ah bon, ben, j'ai un de mes bons amis qui est né le 22 aussi. C'était toute une semaine cette semaine-là. Fait que, bonne fête en avance pour la semaine prochaine parce qu'on est le 13 présentement. Merci. Dans 2 semaines, en fait. Donc, ça fait drôle de voir quelqu'un. C'est rare, en fait, que j'ai rencontré des gens qu'on n'est pas loin au niveau de la fête. Tu es né à Lévis. Toujours vrai, cette information-là, oui. Oui. Parfait. Donc, tu as 28 ans, tout comme moi. Tu as participé à tes premiers Jeux olympiques à Pyeongchang en 2018. Tu es né de parents athlètes également. Donc, tes parents ont participé, ton père, Robert, a participé aux Jeux d'Albertville en 2012. En 1992. Il serait jeune, ton père. Non, mais c'est ça, non, aussi en forme qu'il était. Oui. Patinage courte piste au tout début, en fait, de la discipline. Et ta mère, Ariane Loignon, a participé aux Jeux de Calgary en 1988 en patinage longue piste. Donc, tu étais fait pour vraiment faire du patinage de vitesse. Disons que tu as la bonne génétique, comme on dit. Également, tu as eu tes premiers succès, si on veut, sur la scène du patinage de vitesse longue piste. Aux Jeux d'hiver du Canada en 2011, tu avais remporté 3 médailles d'or, ainsi remporté le titre de l'étoile montante de l'année pour le Canada, en fait. 2014-2015, beaucoup de succès également sur la scène mondiale. Médaille de bronze aux mondiaux, 500 mètres, également 2 médailles d'argent, 3 de bronze pour que tu as procuré en fait le 2e rang de la Coupe du monde, ce qui était déjà exceptionnel à ton jeune âge. Tu as remporté également le patineur longue piste de l'année de Patinage Canada en 2014-2015. 2014, tu n'as pas réussi à te qualifier pour les Jeux de Sochi, puis ça, je veux qu'on en parle plus tard, par 0,05 secondes. Écoute, ça doit être tellement crève-cœur pour tant d'efforts en plus. C'est un cycle de 4 ans, comme on le sait, les Olympiques. On va en parler, inquiète-toi pas. Même si c'est un mauvais souvenir, mais je pense que ça fait longtemps que je suis passé par-dessus. Ça ne me dérange pas d'en parler. Mais non, mais c'est bon parce qu'on parle souvent des succès des gens. Puis moi, je veux que les gens comprennent que tu ne deviens pas champion du monde en passant par juste du succès. Ça prend vraiment un échec pour apprendre. Tu apprends à perdre avant de gagner carrément.
Et là, le succès est arrivé tranquillement, pas vite par après. 2017, médaille d'or à la Coupe du Monde à Heerenveen, aux Pays-Bas. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Heerenveen, mais c'est pas facile à prononcer. Heerenveen, c'est bon, tu vas le prononcer mieux que moi. Et justement, à ce même endroit-là, en 2021, 12 février, ce qui fait pas très longtemps que ça, premier titre mondial, l'or, le 500 mètres sur cette même piste-là avec un temps de 34,398 secondes. C'est quand même assez exceptionnel parce que tu deviens le premier Canadien à avoir réussi cet exploit-là, devançant le champion du monde, Pavel Kuliznikov. Bref, tu es devenu champion du monde, c'est ce qui compte. Alors, voilà un topo le plus rapidement que j'ai pu le faire de ta carrière. On va en parler davantage. Premièrement, félicitations pour tous ces exploits-là, dont ton titre cette année. Comment te sens-tu dans toute cette année-là présentement, toi? Là? Ça a été toute une année. Hein. Je sentais qu'à l'entraînement, ça allait vraiment bien. J'avais fini la saison 2019-2020, là, en mars 2020, juste avant la pandémie. Là, comme j'étais revenu au pays puis il avait tout fermé. Mais j'avais fini avec ma meilleure saison en carrière à ce moment-là. J'étais un peu sur une lancée. J'avais fini 2e au championnat du monde, sprint, 3e au 1000 mètres. J'avais gagné plusieurs médailles en Coupe du monde, toutes en février et en mars. Puis là, la pandémie arrive. Puis là, ben, tu sais pas trop, je pense pas qu'on pouvait s'attendre à ce qu'on allait vivre, là, pas juste nous en sport, là, mais n'importe qui dans la vie. Mais là, l'entraînement l'été passé, ça a été un peu plus difficile. Ça allait vraiment bien, mais on n'avait pas beaucoup de possibilités de patiner. Il y avait beaucoup d'entraînement un peu par nous-mêmes à la maison. Tu sais, les groupes d'entraînement, on ne peut pas s'entraîner en groupe pendant un bon bout de temps. Beaucoup d'entraînement sur Zoom avec les coachs sur l'ordi. Puis, on faisait ce qu'on pouvait, mais je sentais que ça progressait énormément quand même. Puis, on a finalement eu une saison. Là. La saison à l'automne a été annulée. Ça m'avait vraiment déçu parce que je comprenais là, les circonstances mondiales, là, mais le fait que ça soit annulé quand je pensais que j'étais meilleur que jamais, c'était difficile à accepter comme athlète. Là, c'était comme mes meilleures années à vie, puis ça me coupait un peu ma lancée. Mais là, quand les compétitions ont été annoncées pour l'hiver, je me disais, bon, ben là, il faut que j'en profite. Je sais que je suis en forme. J'ai presque pas patiné de l'année, mais je me suis entraîné hors glace tellement bien. Je croyais vraiment à mes chances. Puis quand je suis arrivé dans la bulle, c'était une bulle aux Pays-Bas à Heerenveen, un peu comme les playoffs de la NHL, pas celle-ci, mais l'autre d'année d'avant. Oh, oui. Fait que c'était une bulle toute dans la même place pendant un mois et demi, mais là, je savais qu'il fallait que j'arrive prêt, puis j'ai été capable d'avoir des vraiment bons résultats, se terminant par la médaille d'or au championnat du monde. Fait que ça a été toute une saison, mes meilleurs résultats en carrière, mais pas l'année la plus facile. Une année quand même très compliquée, mais tout a fini par bien finir pour moi. Representing Canada. Tellement, j'imagine pas à quel point que ça doit être spécial en tant qu'athlète. J'écoutais beaucoup d'entrevues, dont avec Catherine Savard, une nageuse qui va participer aux Jeux olympiques cet été, les Jeux olympiques à Tokyo, en fait, qui étaient supposés être en 2020, mais qui ont été reportés en 2021. Et comme elle disait, le fait qu'il n'y a pas de piscine d'ouverte, elle ne pouvait pas se pratiquer à part un setup qu'elle s'avait fait homemade dans sa piscine chez eux. Ça n'avait aucun bon sens qu'un athlète olympique se pratique dans sa propre piscine. Pour moi, c'est complètement ironique. Mais j'imagine que toi aussi, le fait que les installations, on ne veut pas, sont fermées. C'est quoi? As-tu eu besoin de patiner sur un lac gelé? Comment tu as fait ça? Moi, normalement, là, dans une année de patin, là, à partir du mois d'août, on commence à patiner là, presque tous les jours. Là, on va à Calgary. C'est sûr qu'à Québec, on n'a jamais vraiment eu d'installation pour patiner l'été. Là. Ils sont en train de se construire, de se finaliser le centre de glace. Là. On a vraiment, vraiment hâte, mais on allait à Calgary au mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, puis après ça, en novembre, décembre, on est en Europe ou en Asie pour des Coupes du Monde. Là, on revient janvier, on retourne à Calgary, après on retourne, fait qu'on patine parce qu'on est sur la route. Mais là, les voyages, je veux dire, c'était comme pas permis là, avec la pandémie. Fait qu'aller en Europe, c'était pas une possibilité. Il n'y avait pas de possibilité là. Calgary, on est allé au mois d'août. Fait que ça, c'est août l'été passé. Puis on est allé 2 semaines, puis quand on est revenu, ben l'anneau a brisé à Calgary. Puis l'anneau a brisé jusqu'à il y a un mois de ça. Là. Fait qu'on ne pouvait pas patiner à Calgary non plus. Quand tout arrive. Il n'y avait juste nulle part au Canada où aller. Puis quand je suis arrivé dans la bulle là, des Pays-Bas en janvier 2021, ça faisait 60 jours que je n'avais pas mis les patins. Tu as gagné l'or, là. Je dis ça de même. Oui, ça a pris. Heureusement, pour moi, le championnat du monde était à la fin du voyage, là, mais je veux dire, la première course là, en Coupe du Monde, là, c'était comme, je pense, 8 ou 9 jours après être arrivé, puis j'ai fini 2e du 500 mètres. Puis j'avais pas patiné depuis 60 jours, puis les Européens, eux, patinaient là, parce que leurs anneaux dans leur pays étaient ouverts depuis le début. Là. Il n'y avait pas un pays qui patinait pas. Là. Il y avait juste nous.
Puis, il y a des Canadiens qui ont bien fait. Il y a des Canadiens qui ont surpris, qui ont bien fait. Il y en a qui en ont plus arraché, mais je pense que c'est juste normal, en fait, là, ceux qui en ont un peu plus arraché, là, dans le sens que je comprends pas, moi, comment j'ai fait, là, de façon bien honnête. Là. Ça allait vraiment bien à l'entraînement hors glace. J'étais plus fort, plus explosif. Mettons, je levais plus lourd sur un squat ou je sautais plus haut. Mais il reste que mon sport, c'est pas le saut en hauteur ou l'haltérophilie. Là. Heureusement, parce que je ne suis pas si bon que ça à ces affaires-là, là, mais c'est le patin de vitesse. Fait que, oui, c'est sûr que pousser plus fort dans la glace, ça va m'aider, mais au final, il faut que je sois capable de l'exécuter sur la glace dans mon sport à moi. Puis ça faisait 2 mois que je n'en avais pas fait. Puis je ne sais pas comment ça, mais ça a cliqué, puis tout allait bien, comme si j'avais patiné à chaque jour depuis 2 mois. Là. Aïe, aïe, ben écoute, je te lève mon chapeau parce que ça doit pas être évident, comme tu dis, de ne pas avoir mis les pieds depuis 60 jours sur une glace. Tu sais, pour quelqu'un comme moi qui va jouer au hockey une fois de temps en temps, tu sais, tu peux te débrouiller quand même bien, mettons, dans une ligue de garage. Mais là, on parle d'un sport de calibre mondial que des gars se pratiquent tous les jours dans leur pays. Et toi, tu arrives pour essayer de compétitionner contre eux, puis tu es bas en plus. Pour vrai, c'est quasiment une histoire d'un film. Puis même dans les films, on dirait, ben, c'est rien que dans les films que ça se produit. Oui, c'est ça, le genre d'histoire que c'est ça qui est arrivé pour vrai, mais la personne qui écoute le film te dit que c'est complètement romancé. Là, c'est ça. Un jour, on fera ton film. C'était quelque chose ça m'a surpris moi-même, là, vraiment. Là, je croyais en mes chances. Je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, entre autres, parce que j'y croyais. C'était peut-être un peu stupide ou naïf d'y croire, là, dans le sens que quand j'y pense froidement, c'est sûr que c'est des conditions perdantes d'avance, mais j'y croyais vraiment. Je suis arrivé sans excuse. Mon but, c'était pas d'aller faire de mon mieux. Là. Mon but, c'était d'aller gagner. Là. J'y croyais vraiment. Puis quand je suis arrivé, ben, ça s'est placé sur la glace. Des fois, le sport, il y a des choses inexplicables qui arrivent. Là. C'est vraiment plus que juste on n'est pas des robots sur la glace. Il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'émotions. Puis la confiance joue énormément dans les résultats. Là. Écoute, tellement. Puis moi, c'est un sport que, comme je te dis, je suis depuis. Je suis un maniaque d'Olympique. J'écoute tous les sports aux Olympiques depuis que je suis tout jeune. Puis c'est tellement impressionnant que, encore là, cette année, je suis choyé. Les Olympiques vont débuter le jour de ma fête. Tu sais, vraiment, tout arrive bien. Là, fait que je vais avoir un bon 2 semaines rivés devant mon écran. Mais tu sais, c'est tellement spécial comme sport, le patinage longue piste. Tu sais, c'est plus long. Le courte piste, c'est très stressant. Là, si on s'entend que les champs d'amener, tout moi, ça. Le courte piste, c'est trop stressant pour moi, en fait. Oui, mais c'est parce que ça tourne tellement vite que ça en est étourdissant parce que c'est très, très court comme surface. Fait que, puis à la vitesse qu'ils vont, en fait, c'est plus ça. Et le fait que toi, c'est plus long, on dirait que tu as plus le temps d'apprécier l'athlète, les efforts qu'il met. Le suspense dure un peu plus longtemps. Mais à chaque année que j'écoutais les Olympiques dans cette discipline-là, je ne veux pas être méchant, mais quand il y avait un Canadien, j'étais là, bon, ben. S'il y a un gars du Pays-Bas ou n'importe quoi de la Norvège, il n'y avait aucune chance contre. Le Canadien n'avait aucune chance simplement. Puis on finissait toujours 6, 7, 8e. Puis il n'y avait jamais de médaille carrément. Et là, ben, depuis que tu es arrivé, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un espoir qui a comme relancé. Que là, on sait qu'on a des chances de podium, puis pas juste de podium. Tu le sais, puis j'imagine que tu ne vises pas la 3e place, on s'entend, tu dois viser toujours le top. Est-ce que tu sens cette pression-là parce que tu es un des seuls à avoir pu atteindre ce niveau-là en patinage longue piste? C'est sûr que notre historique en courte piste est vraiment, vraiment bon, surtout au Québec. Là, je veux dire, on les connaît tous, là, les Charles Hamelin, Kim Boutin, Marianne Saint-Gelais et autres, j'en saute plein. Là, Marc Gagnon, il y a Gagnon, oui, je veux dire, on est un des meilleurs pays de tous les temps en courte piste, là, la Corée peut-être, puis nous. Puis même le Canada, c'est juste des Québécois ou presque. Là. Nous, en longue piste, c'est un peu l'inverse. C'est sûr que, comme tu dis, les Pays-Bas sont de loin les meilleurs. Puis il y a beaucoup de pays en Europe ou en Asie qui nous compétitionnent et qui nous battent souvent. Mais là, on a une très bonne équipe en ce moment. Là. On a quand même des bonnes chances. Là. Dans les derniers mondiaux, on a fait très bien. C'est sûr que moi aussi, je suis dans mon prime. Là. Je suis dans mes meilleures années de carrière. Puis j'ai gagné beaucoup de médailles depuis 2 ans. Donc, je veux dire, tu es champion du monde l'année avant les Olympiques. C'est sûr que tu es un des favoris automatiquement dans ta distance. La confiance, ça doit être là aussi. Oui, mais je ne dirais pas que ça me stresse. Tu sais, dans le fond, les Olympiques et les championnats du monde, c'est 2 compétitions différentes. Puis peu importe ce qui arrive aux prochains Olympiques, ça enlèvera en rien à ma performance de 2021. Tu sais, je veux dire, moi, dans mes buts de carrière, il y a de gagner les Olympiques, mais il y avait de gagner le championnat du monde aussi. Puis en gagnant l'année d'avant, ben oui, c'est sûr que ça me fait croire que j'ai des chances au jeu, puis j'en ai clairement, mais ça me fait aussi juste dire, ben regarde, j'ai réussi un de mes objectifs de carrière. Là. D'une certaine façon, c'est un peu de pression en moins même. Là. Moi,
je suis capable de, je veux dire, je veux gagner, je m'entraîne pour gagner, mais je suis capable de vivre, d'être heureux sans être médaillé olympique. Ce n'est pas quelque chose qui est relié à mon bonheur là, de façon indissociable. Je suis heureux dans la vie, j'ai réalisé mes meilleures courses à vie, j'ai été champion du monde une fois. Je vise beaucoup plus que ça, mais si je ne gagne plus jamais rien à partir de maintenant, je vais quand même avoir réalisé un de mes gros objectifs de carrière. Fait que c'est plus comme ça que je le vois. Puis j'ai le couteau entre les dents, je regarde vers l'avant, je ne pense pas à ce que j'ai fait dans le passé. Là. En sport, ils ne te donnent rien parce que tu es gagnant en titre. Il faut que tu leur fasses à chaque fois. Là. Puis, Tout le temps. tout le monde veut à 100% à chaque course. Fait que c'est pas... il n'y a rien qui est donné d'avance. Puis mon but, c'est juste d'aller refaire des belles courses. Mais peu importe ce qui arrive, je vais toujours, je vais en 2075, là, quand je vais avoir 85 ans, là, ben, je vais être encore dans ma tête. Je vais avoir été champion du monde en 2021. Puis ça va être un de mes grands moments de carrière. Fait que, peu importe ce qui se passe, on ne peut pas me l'enlever. Là. Ah non, ça c'est clair, c'est avec toi pour tout le temps. Puis c'est tout à ton honneur. Puis c'est une belle mentalité, une belle façon de voir les choses. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que le patinage longue piste n'a peut-être pas la popularité au Québec que le patinage courte piste a, comme tu disais, avec tous les noms qu'on connaît, puis le succès qu'on a aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une tant grande différence entre les deux? Parce que c'est quand même deux sports qui se ressemblent beaucoup, des mêmes types d'athlètes un peu. Au Québec, on connaît Gaétan Boucher, qui a connu quand même un très grand succès au niveau international. Mais à part ça, c'est quand même assez limité. Qu'est-ce qui a fait la grosse différence entre les deux, selon toi? C'est les installations. Hein. Gaétan, il est arrivé il a gagné une médaille aux Jeux de 80, mais c'est en 84 qu'il a vraiment eu sa grosse saison. Il a gagné 2 fois l'or olympique puis le bronze dans les mêmes Jeux. Puis à ce moment-là, il avait été nommé athlète des Jeux. Là, tout sport, tout pays confondu. Là. C'est comme le MVP des Olympiques, là, si on veut. Là, le Michael Phelps des Jeux de 84. Là. Il était populaire au Québec aussi, sûrement cette année-là. Là. Exact. Fait que c'était big, mais après ça, il est arrivé... C'était le seul aussi. Il n'y avait pas d'autres Canadiens qui gagnaient des médailles en longue piste dans ce temps-là. C'était comme une exception. Puis là, il est arrivé les anneaux intérieurs. Puis les Jeux de Calgary qui ont eu lieu en 88, c'est les premiers Olympiques qui ont été courus sur une glace couverte, un anneau intérieur de patin longue piste. Puis nous, à Québec, on avait un anneau extérieur qui était dans ce temps-là, c'était la fine pointe de la technologie du temps. Là, les mondiaux 87, ça a eu lieu à Québec. Dehors, puis tous les meilleurs patineurs au monde étaient là, incluant Gaétan d'ailleurs, puis ma mère avait fait ses championnats du monde là aussi. Puis c'était une grosse compétition, puis ça se passait dehors dans ce temps-là. Mais à partir de 88, quand l'anneau de Calgary est arrivé, les patineurs ont fait comme c'est bien plus le fun de patiner en dedans. Il ne fait pas froid, la glace est bien plus belle. Oui. La glisse est parfaite, il n'y a pas de vent. Je veux dire, c'est bien plus le fun. Puis là, le sport est devenu en dedans de 10 ans à peu près là, exclusivement intérieur. Les derniers Olympiques qui ont eu lieu dehors, c'est 92. Fait qu'il y a eu 88 en dedans, 92 c'est retourné dehors, puis à partir de 94 jusqu'à maintenant, ça a toujours été en dedans, les Coupes du monde, les championnats du monde. Moi, en 10 ans de carrière internationale, j'ai fait une Coupe du monde dehors, puis c'est juste parce que la place qui était supposée être en dedans a annulé dernière minute, puis ils l'ont changé de place. Mais moi, j'ai vu toutes mes compétitions de ma carrière, ça a été en dedans. Fait que Québec c'est pas doté d'un anneau intérieur à ce moment-là. C'est arrivé un peu trop tard. Gaétan a gagné ses médailles un peu trop tôt. Le timing n'a pas été parfait. Puis là, on n'a pas eu d'anneau intérieur. Puis on n'a pas eu les installations pour développer nos athlètes. Maintenant, on va les avoir. Le centre de glace va ouvrir dans 1 mois et demi. Là. On est vraiment, vraiment excités. Là. Je suis vraiment content d'en parler. Mais tout le long de ma carrière, moi, j'ai patiné dehors à Québec. Donc, j'ai patiné surtout à l'étranger. Puis j'ai été parti presque 5 mois par année à toutes les années depuis 10 ans. Puis pour pouvoir patiner à Calgary sur une glace couverte, mais les personnes qui patinent dans l'Ouest canadien sur l'équipe nationale, eux autres, ils ont accès à la glace couverte. Fait que c'est sûr que juste par les installations, 80% de l'équipe à chaque Olympique qui s'entraîne à Calgary, puis il y a même quelques Québécois souvent qui s'entraînent à Calgary, mais on est très, très peu là, qui s'entraînent à Québec, qui font les Jeux ou qui font les Coupes du monde, les championnats du monde. Mais en courte piste, les installations à Montréal, c'est les meilleures aussi, dans les meilleures au monde. Fait que les athlètes vont à Montréal pour se développer puis se faire former. Tandis qu'en longue piste, c'est l'inverse. Il faut aller à Calgary la plupart du temps. Fait que c'est pour ça qu'en longue piste, même si, comme tu le dis, tu as raison, c'est 2 fois du patin de vitesse, c'est les mêmes genres d'athlètes. Il y en a qui sont en courte piste qui pourraient sûrement être très bons en longue piste, mais le fait que c'était dehors, c'était des conditions difficiles, c'était pas nécessairement un sport attrayant. Fait que généralement, les gens restaient en courte piste. Mais le longue piste, avec les installations au Québec, moi, je m'attends à voir des médaillés internationaux venir du Québec là, dans un futur très proche, pas mal plus que ce qu'on a en ce moment. Là. Je m'attends à ce qu'on gagne beaucoup de médailles internationales dans le prochain 10 ans. Là.
Écoute, ça va être bon pour toi, comme ça va être bon pour ta préparation, en fait, pour les prochains jeux. Ben, ça donne que dans 1 mois et demi, il va ouvrir, fait que ça va être nécessairement utile pour tes prochains jeux, mais également pour les futurs athlètes qui vont pouvoir se développer au Québec. Comme tu disais, on va sûrement avoir plus de talents québécois se rendre au niveau que tu es rendu, en fait, puis avoir des bonnes performances aussi. Mais en même temps, j'imagine que c'est un peu comme une roue, c'est un peu poche comme roue, là, mais veux pas, si tu as du succès aux Olympiques dans une discipline, ben, c'est plus facile d'avoir du financement, j'imagine, pour justement des installations, des commanditaires, puis toute la patente, veux pas. Le fait que si tu as juste un athlète qui performe, ben, à chaque année, ça doit être difficile d'aller chercher un certain financement. On sait tout le succès qu'on a en patinage de vitesse, puis on dirait qu'il y a comme. J'imagine qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ce programme-là, sachant le succès qu'on a pour s'améliorer et donner encore meilleur, mais dans d'autres disciplines, un peu moins, ça se peut-tu? Oui, ben c'est sûr que, je veux dire, tu sais, les sports olympiques, il y a une grosse partie des financements des fédérations vient des gouvernements, le gouvernement fédéral qui investit dans ces sports. Puis c'est sûr que les sports qui ramènent plus de médailles aux Olympiques vont avoir plus de financement. Fait que les fédés, les sports sont un peu en compétition l'un contre l'autre en espérant avoir des meilleurs jeux que l'autre sport pour avoir plus d'argent pour le prochain 4 ans. Puis comme tu dis, c'est une roue qui tourne parce que c'est pas parce qu'un sport a un mauvais cycle olympique que le cycle suivant ne sera pas bon, tu sais, mais si l'argent est coupé, c'est sûr que c'est plus difficile par la suite. Ça t'aide pas. Mais on a quand même, tu sais, les 2 derniers jeux, on a gagné, le Canada a gagné 2 médailles là, à Pyeongchang, puis 2 médailles à Sochi. C'était 2 fois, en fait, à Sochi, c'était 2 médailles de Denny Morrison. On se souvient peut-être de Gilmore Jr. qui avait laissé sa place. Là, ça avait marqué un peu les esprits au Canada. Ouais. Puis au dernier jeu, c'était Tediane Bloemen, qui est originaire des Pays-Bas, mais qui patine pour le Canada depuis 6-7 ans. Là, mais il avait gagné 2 médailles, incluant l'or olympique aux 10 000. Mais sans ces 2 gars-là, notre budget aurait été coupé assez dramatiquement. Fait que, on leur donne une fière chandelle à eux autres. Mais d'après moi, là, on a une très bonne équipe. Puis, mettons, les Jeux d'avant à Vancouver, le long piste avait gagné 5 médailles. C'était des grosses années là, avec Christine Nesbitt. Il y avait Cindy Klassen. Cindy Klassen était sur la fin. Elle, c'était plus en 2006. Mais il y avait Clara Hughes encore. Tu sais, on avait des filles qui dominaient complètement le patin. On avait toute une génération. Mais là, on est revenu un peu. Là. On a des très bons patineurs, des très bonnes patineuses. Puis, on pourrait s'approcher, là, si ça va bien, de ce genre de résultats-là, ce qui serait vraiment gros pour notre sport. Ça serait super pour nous, mais je veux dire, la différence entre même l'or et la 4e place est tellement petite en sport de haut niveau, là, dans le nôtre, mais dans toutes les autres, qu'il n'y a rien d'acquis d'avance, puis il va falloir performer rendu là-bas. Mais je pense qu'on a la meilleure équipe qu'on a depuis 10 ans. Là. On n'a pas eu une bonne équipe comme ça en longue piste depuis une dizaine d'années. Hey, c'est tellement stressant, les Olympiques. Quand je regarde ça, moi, la première chose qui me vient en tête, premièrement, l'injustice, quand il y a des gens qui disent « Ah, il a choqué ou quoi que ce soit parce qu'il a fini 4e. » Écoute, bien, le d'un, tu es 4e au monde. C'est pas juste au Québec, là, au monde. C'était un exploit incroyable en partant. Il n'y a personne qui choque parce que c'était à quelques millièmes de seconde. On ne peut pas appeler ça un choke rendu là. Il y a toutes sortes de choses aussi en jeu. On parle, il y en a beaucoup de dopage, des athlètes qui arrivent meilleurs tout d'un coup, puis on ne sait pas trop pourquoi. Même si par après, la médaille est redonnée, mais tu sais, c'est comme, ouais, mais tu sais. Ouais, assez souvent, malheureusement, parce qu'il y en a plein qui ne se font pas pogner, qui c'est ça. Pogner, là, mais la médaille est malheureusement pas assez souvent redonnée. Exact. Est-ce que tu as, pas nécessairement toi, déjà vu des trucs, mais est-ce que tu as déjà vu des athlètes que tu compétitionnais contre, que tu as dit, coudonc, ça n'a aucun bon sens, normalement, je le bats facilement pendant l'espace de peu de temps, tout d'un coup, l'enjeu est plus grand, puis il y a comme quelque chose de frappant, là, ou ça t'a-tu déjà... Ben, je dirais pas que j'ai vu nécessairement des spikes en performance comme ça, là, des améliorations subites, mais je veux dire, moi, j'ai gagné le dernier championnat du monde. Le gars qui a fini 2e, c'est Kulichnikov. Kulichnikov, il a déjà été banni 2 ans. Parlant de médaille par la poste, là, à mes derniers championnats du monde junior en 2012, là, j'ai fini 4e au 1000. J'avais gagné le 500. Champion du monde junior au 500, mais au 1000 mètres, j'ai fini 4e. Puis... lui avait gagné, puis peut-être 6 mois plus tard, j'ai reçu une médaille par la poste. À un moment donné, ça a sonné, j'habitais chez mes parents, ça a sonné à la porte, j'ai ouvert la porte, puis c'était ma médaille de bronze parce qu'il avait testé positif. Puis tu fais voler ton moment, là. Tu reçois ta médaille, tu n'es pas sur le podium. Moi, j'ai juste des souvenirs amers de cette course-là. Je visais le podium, mais je l'ai raté, puis je l'ai 6 mois plus tard. Ça ne te donne pas ton moment. Puis là, lui, il est revenu 2 ans plus tard, puis... quand il est revenu, là, il s'est mis à dominer là, complètement. Là. Je pense qu'il est 5-6 fois champion du monde. Là, j'ai fini par le battre. J'ai dégagé le battre. Il a fini 2e, mais
La plupart du temps, il m'a battu. C'est pas vraiment de rivalité là, parce qu'il gagne 9 fois sur 10 par rapport à moi. Mais Mais comment je veux tu te dire, sens, c'est sachant frustrant que d'avoir à se battre contre des athlètes comme ça quand tu sais que ils ont pas déjà été c'est écrits? comme s'il y avait le vent d'eau toute la course là, par rapport à toi. Là. C'est pas des circonstances égales, malheureusement, mais en même temps, maintenant, je suis rendu assez bon que je suis capable de le battre occasionnellement. Puis j'essaie de rester positif parce que je le sais que je peux le battre si j'ai une bonne course, la bonne journée. Fait que, j'essaie de ne pas me trouver des excuses parce que c'est pas ça qui va m'aider à le battre et à mieux performer. Mais dans un monde idéal, c'est clair qu'il ne serait pas sur la ligne, selon moi. Là. C'est tellement frustrant parce que je me dis, comment que vous, quand vous vous préparez dans le vestiaire ou quand que vous côtoyez, veut pas, que ce soit dans un hôtel, une bulle, peu importe, ceux que tu sais qui sont clean puis que c'est des vrais de vrais athlètes incroyables puis que tu te prépares avec eux, comment que ces gens-là regardent ces gars-là, qu'on sait très bien que c'est peut-être pas naturel. Là, j'imagine qu'il doit avoir un peu, pas une compétition malsaine, là, mais je sais pas, un regard différent que vous donnez envers ces athlètes-là. Ça doit être spécial, un peu comme ambiance. Ben, oui, c'est quand même spécial, puis ils sont à part. C'est les Russes, là, je veux dire, c'est pas juste en patin là, que les Russes, il y a beaucoup de doping. Là, on les voit dans tous les sports testés positifs un après l'autre, puis le pays est banni des Olympiques, mais il y a trop de Russes quand même qui sont capables de patiner ou de compétitionner rendus au jeu sous un uniforme neutre, là, mais ils sont pas très populaires sur le circuit, mettons. Là. La plupart des gens les regardent un peu de travers, puis à part les autres pays d'Europe de l'Est, là, mettons la Biélorussie, puis ils vont se tenir avec ces pays-là là, parce qu'ils parlent la même langue aussi, là, mais ils ne sont pas très appréciés sur le circuit, là, si on veut. Là. Je me tiens plus avec les Néerlandais, les Norvégiens, d'un, ils parlent anglais, c'est sûr que ça aide. Les Russes ne parlent pas vraiment anglais, mais même les Japonais ne parlent pas anglais du tout, puis je me tiens pas mal plus avec eux autres. Les Russes, généralement, sont entre eux, puis il y a tout le temps un petit air secret autour de ce qu'ils font. Là, ils viendront pas jouer aux cartes avec toi, ils viendront pas, ils vont tout faire un peu à part. C'est tout le temps un petit peu c'est louche, là, c'est plate à dire, là, mais puis nous, comme athlètes, on ne peut rien faire. Là, je veux dire, c'est pas entre nos mains, là, c'est entre les mains des instances anti-doping. Mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est patiner le plus vite qu'on peut, puis essayer de les battre. Puis je veux dire, si je suis capable de le battre, ben ma médaille, je vais l'avoir autour du cou la journée même. Là. Elle ne viendra pas par la poste. Fait que moi, mon but, c'est d'être capable de le battre puis de l'avoir la journée même pour pas qu'il y ait de doute puis pas être dans l'attente d'un test positif pendant des années. Là. Puis c'est ça qu'il faut que je fasse, mais c'est sûr que c'est tough quand c'est pas armes égales puis sont injectés de produits qui les aident à aller plus vite. C'est sûr que c'est pas facile de débattre. Écoute, je te lève mon chapeau parce que quand tu bats quelqu'un en plus avec le vent dans le dos, comme tu dis, puis une couple de choses louches dans les veines, ça donne une bonne idée à quel point tu es rendu au sommet de ton sport. Et ton histoire m'a fait beaucoup penser à celle d'Alex Harvey, qu'on connaît son implication dans le ski de fond, puis à quel point que le gars est un athlète incroyable, puis il arrive aux Olympiques, puis tout d'un coup, il y a un gars qui passe à une vitesse incroyable à côté de lui, mais qui n'était pas là du tout, quelques compétitions avant. Moi, je l'ai vu au dernier jeu. Je suis allé voir son 50 km, Alex, puis il a fini 4e. Puis ce que les gens retiennent, c'est qu'il n'est pas allé sur le podium, mais moi, ce que je retiens, c'est que le 2 puis le 3e, c'était des Russes. Puis, je veux dire, je veux dire, on les tests positifs un après l'autre dans tous les sports. Là. Les sports, le patin puis le ski de fond, c'est des sports physiques, difficiles. Où le dopage va t'aider. C'est pas le curling. Là. Ironiquement, en fait, il y avait un Russe en curling qui a testé positif au dernier jeu. Là, mais en curling, ça ne doit pas t'aider tant que ça. C'est un sport de finesse. Là. Le patin et le ski de fond, c'est des sports. Le ski de fond, c'est l'endurance. Le patin, c'est la force pure. C'est sûr que ça aide. Fait que, je veux dire, tu te fais battre par quelqu'un que tu sais qui prend des trucs que toi, tu ne prends pas. Fait que comme tu dis, c'est complètement injuste, mais j'y crois quand même que je peux le battre. Puis de un, ça me frustre, mais de deux, si je reste sur cette émotion-là, ça va nuire à mes chances de le battre. Puis mon but, c'est de le battre complètement. Fait que je fais de mon mieux pour essayer de rester concentré sur moi, ce que je peux faire pour être mon meilleur possible. Tellement. Écoute, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, plein de bons propos, mais surtout le fait qu'il y a quelqu'un qui s'est dopé au curling, c'est vraiment très drôle. Oui, non, ça, c'était surprenant. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. C'était peut-être aussi... parce que c'était peut-être aussi un produit, parce que, tu sais, souvent, là, les gens pensent que le doping, c'est juste des stéroïdes ou de l'EPO. C'est sûr que c'est ça les produits qu'on entend puis les gens prennent puis qui sont les plus... qui aident le plus, là, mais... tu sais, nous, comme athlètes, il faut qu'on check tout ce qu'on prend. Là. Fait que, Tylenol, rhume et sinus, là, moi, je peux pas prendre ça.
Aïe, aïe, aïe. C'est banni parce que c'est un genre de petit stimulant là, qui libère le nez. Là. Fait que, tu sais, chaque médicament que je prends, moi, il faut que j'aille sur on a un site ressources, puis tu as une banque de données de produits, là, puis ça te dit si tu as le droit ou si tu n'as pas le droit. Mais c'est assez surprenant à quel point il peut y avoir beaucoup de médicaments qui sont bannis, là, des médicaments qui, à la base, tu te dis, ben, c'est sûr que ça n'aide pas. Là, fait que c'est ça que mes parents disaient quand ma mère m'a déjà dit ça. Elle m'a dit, moi, là, quand j'ai pris ma retraite puis j'ai pu commencer à prendre des médicaments contre le rhume, là, je me suis rendu compte qu'un rhume, c'est pas si pire que ça. Mais pour nous, un rhume, ben, c'était pas le droit de rien prendre. Là. Tu n'as pas le droit de prendre un truc pour te décongestionner, pas le droit de prendre un sirop pour la toux. Un rhume, ça fesse quand même quand tu y penses. On est vraiment limité dans ce qu'on peut prendre. C'est vraiment une vie où tu ne peux pas injecter rien, tu ne peux pas prendre rien que sans checker. Il faut que tu sois 100% sûr que c'est un médicament qui est légal. Là, y avait-tu une exception avec la COVID, sachant que c'était peut-être plus dangereux, puis qu'ils prenaient tout ça plus au sérieux, puis ils vous donnaient une petite permission, regarde, si tu prends un médicament pour t'aider, c'est correct. Non, vraiment pas. Là, il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, même Danny Morrison, médaillé olympique canadien, là, avec qui j'ai patiné longtemps, il a fait un accident de moto là, en 2015, là, puis il s'était cassé le fémur, déchiré le genou, cassé genre de 2 mois à l'hôpital, genre de 1 an complètement sans patiner. Puis la première affaire qu'il a faite en se réveillant, c'est qu'il a demandé au médecin, dis-moi tout ce que j'ai pris là, parce que genre, tu peux pas me donner tout ce que tu veux me donner. Là. Ah, mais c'est justifiable rendu là, il y a des preuves de son accident, il peut dire, regarde, oui, c'est ça, exact. Mais même à ça, nous, on est vraiment conditionnés à faire extrêmement attention à ce qu'on prend. Là, puis si tu vas à l'hôpital, c'est pas, mettons, un antidouleur, tu es sur la morphine. Là, mais d'après moi, la morphine, tu dois pas avoir le droit. J'irai voir tantôt, là, mais on peut pas se permettre de prendre ce qu'on veut. Là. Fait que il faut vraiment faire attention. Fait que, d'un bord, moi, qui n'a pas le droit de prendre des médicaments contre le rhume, puis de l'autre bord, tu as le russe qui est testé positif, qui est revenu, puis qui domine, alors que c'est pratiquement un cyborg à la glace. C'est un peu à arme inégale, mais bon. C'est tellement injuste. On peut avec ce qu'on a. Exact. Mais en même temps, je me dis, tu sais, il y a des exemples, toi, tu décides de prendre un Tylenol sans le vouloir ou je sais pas, un médicament qui est vraiment banal, là, puis que tu penses que ça n'a aucun rapport avec tes performances. Le lendemain, tu échoues un test, puis là, ben, ton nom sort dans les journaux. Tu sais, même si c'est une niaiserie qui n'a aucun rapport avec tes performances, ben là, ton nom, il est entaché, puis tout le reste de ta carrière avec pour une niaiserie comme ça. Tu sais, c'est tellement frustrant. On a entendu plein d'histoires comme ça. J'oublie son nom, une fille qui faisait du canot-kayak aux Olympiques. Laurence. Oui. J'ai oublié son nom de famille, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Mais tu sais, Lucette disait que c'était vraiment, tu sais, elle a clamé son innocence, elle a été loin. Je pense qu'elle a même gagné sa cause. Elle a gagné, elle va faire les prochains jeux, oui, mais ça a été compliqué. C'est ça, mais c'est frustrant parce que tu dis peut-être que, tu sais, je ne veux pas rentrer dans son cas, je ne le connais pas, mais tu sais, si c'est vrai qu'elle a raison, puis qu'elle a gagné sa cause, j'imagine qu'elle a raison, mais tu sais, il y a quand même, les gens ont un doute, tu sais, ils ont un astérix, même si il n'est rien arrivé, c'est trop tard, tu sais, c'est plate, mais c'est ça, c'est entaché. Moi, c'est ma plus grande peur, un peu irrationnelle. Là, c'est à toutes les fois que je passe un test, je suis stressé d'avoir, je sais pas, dans le café avec quelque chose. Tu sais, je veux dire, on mange, là, tu sais. Ben oui, on le voit des fois, mettons, là, faut pas manger de viande en Chine. Là. Tu sais, si tu manges du bœuf en Chine, là, parce que les hormones qui shootent dans les bœufs en Chine peuvent te faire tester positif. Fait que nous, là, quand on va en Chine, on fuit le buffet où il y a du bœuf, là, mais c'est parce que des fois, tu ne sais pas ce qu'ils mettent dans la soupe. Là, je veux dire, c'est niaiseux, là, mais c'est vrai. Là, c'est une peur que partagent tous les athlètes que je connais. Des suppléments, là, mettons, là, les gens vont au gym, ils se prennent un shake. Là. Nous, on ne fait pas ça. Là. Hey, dans le poudre de protéines, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, moi. Là. Ils ne peuvent pas être vérifiés, ces affaires-là. Là. Moi, je mange du jambon pour mon entraînement. Je ne mange pas de shake. Là, je veux dire, si je veux des protéines, je vais manger de la viande que j'ai achetée à l'épicerie. Là. C'est une peur continue, non-stop, qui va me suivre jusqu'à ma retraite parce que ça serait la plus grande injustice pour un athlète de tester positif alors que tu as tout fait toute ta carrière pour ne pas prendre de produits parce que finalement, tu as pris un shake que tu n'aurais pas dû ou tu as un médicament à l'hôpital que tu n'aurais pas dû. Fait que moi, vraiment, je suis archi prudent. Là. Puis j'espère que tous les athlètes le sont aussi parce que ça serait catastrophique s'ils se font pogner à prendre quelque chose qu'ils ne font pas exprès, mais c'est un danger continu pour nous. Là. Ben, je pense qu'on a des bons athlètes québécois en ce moment en compétition internationale parce que c'est très, très, très rare que ça arrive, des soupçons ou des tests échoués. Puis en tout cas, je vais clore le sujet sur le dopage parce que c'est vraiment pas le résumé de ta carrière, mais je voulais avoir un athlète olympique. C'est rare qu'on en a dans le podcast. Donc, on en profite pour aborder ces sujets-là qui sont un peu tabous, que peu de gens osent
n'oses trop Non, en en effet, parler. c'est vrai que c'est tabou, les gens n'en parlent pas, mais moi, ça me stresse pas d'en parler. Là, puis c'est une réalité t'as qu'on rien a, à nous. cacher. Là. C'est un peu. Ça va avec le fait d'être athlète de haut niveau, d'avoir à C'est faire ça. attention à ces affaires-là. Ben, c'est ça. Puis j'aime aussi le fait que tu parles du stress que ça procure au niveau de ton alimentation, tout ça, parce que c'est une réalité quotidienne que vous, les athlètes, vivez, puis que peu de gens en parlent parce qu'il ne faut pas en parler au cas où il y a des soupçons sur nous après. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais c'est important que les gens connaissent votre réalité à vous. Puis c'est pour ça que je voulais en parler. Et ceux que ça l'intéresse d'en apprendre davantage, un bon film que j'avais écouté là-dessus, ça s'appelle Le Programme sur la carrière de Lance Armstrong. Très bonne performance d'acteur de Ben Foster. C'était assez spécial et frustrant à regarder. Pour vrai, c'est Oh, le mot moi, ça me que frustre de regarder ces affaires-là. c'est horrible, mais c'est très bien fait. Mais maudit que c'était. Ah, en tout cas, je suis content que c'est fait pogner. Bon, tout ça pour dire, on peut clore la bulle du dopage. Je veux qu'on parle de ton expérience à Pyeongchang. Tu sais, la Corée, on connaît toute l'histoire un peu autour de la Corée. Là. C'est sûr que c'est pas la Corée, tu sais, la Corée du Nord, la Corée du Sud, c'est pas pareil. Là. On sait qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, les deux. Mais quand que tu étais présent dans ce pays-là, comment tu as vécu ton expérience au niveau que ce soit du transport en commun, de la bouffe, de la culture en général? Est-ce que tu as trouvé ça plaisant ou comment c'était? Moi, j'ai vraiment ça en Corée. C'était pas la première fois que j'y allais. On était allé 3 fois déjà avant les Olympiques pour Coupe du Monde, Championnat du Monde, les années d'avant. Puis j'ai vraiment aimé ça à chaque fois. Pardon, les Olympiques, moi, ça n'a pas très bien été sur le point sportif. J'ai pas eu une bonne compétition. J'ai eu quelques mois difficiles avant les Jeux, là, malade, blessure, plein de péripéties. Mais aller en Corée, moi, j'adore ça. La bouffe, c'est vraiment, vraiment bon. Là. Je le recommande à tout le monde à qui je parle. Vraiment, on a beaucoup de restaurants japonais là, au Québec. Là, on en a très peu de restaurants coréens, surtout à Québec, là, vraiment. Là, mais en plus, moi, je pense que ça pognerait vraiment. Là, s'il y en a qui veulent des entrepreneurs dans l'âme qui ont envie de partir à un restaurant coréen, moi, j'irais. Là, c'est la plaque de cuisson sur la table, ils amènent la viande crue, puis ça cuit devant toi, puis tu sors ça quand tu veux. C'est vraiment, vraiment une bonne expérience de bouffe. Moi, j'adore ça. Puis c'est vraiment le fun des Olympiques. C'était mes premiers jeux. C'est vraiment une expérience spéciale de côtoyer. Je suis habitué de côtoyer les meilleurs patineurs au monde. Je compétitionne contre eux, mais de côtoyer les meilleurs athlètes au monde de tous les sports d'hiver. Tu as les meilleurs gens de longue piste, mais de courte piste, de ski, de fond ski alpin, bobsleigh, hockey. Tu vois les gens de tous les sports, patin artistique. Des sports que même des fois tu connais moins, puis tu les découvres sur place, tu découvres ces gens-là, tu crées des liens. Puis je veux dire, même si c'est quelqu'un qui est dans un sport dont je connais rien, puis il connaît rien au patin, on a en commun tellement de choses, les athlètes de haut niveau, tu sais, l'entraînement, la rigueur, la discipline, l'ambition, c'est des choses qui sont partagées dans tous les sports. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis j'ai toujours été un fan comme toi là, des Olympiques. Là, je veux dire, on regardait ça quand on était jeune à la télé. Là, Salt Lake City 2002. Il y avait 2 télés dans le sous-sol pour pouvoir regarder 2 sports en même temps chez mes parents aux Olympiques parce qu'il y a des épreuves de plein de trucs en simultané. Là. Fait que, c'était de pouvoir le vivre et d'y participer. C'était une belle expérience. Puis je pense que ça va m'aider sûrement pour les prochains que je vais faire, là, d'avoir cette expérience-là, de savoir c'est quoi les Olympiques. Mais au final, c'est sûr que mon but, c'était de bien performer. Ça n'a pas bien été, mais je vais avoir d'autres chances de me reprendre. Mais ça a été quand même un mois inoubliable d'être au jeu. J'en doute pas. C'est une expérience qui va certainement t'aider dans le but de tes prochains jeux, qui vont être aussi en Asie, ça donne de même. Mais ça aurait peut-être été le fun d'un autre continent que tu puisses en découvrir, parce que tu n'auras pas 6-7 Jeux olympiques. Là, fait qu'il faut en profiter le temps que ça passe. Mais pour ce qui est de niveau culturel, quand tu te promenais dans la ville, est-ce que tu étais dépaysé ou c'était vraiment plus, vous avez un village et tu n'as pas eu le temps trop de visiter? Là? Les athlètes ont vraiment un village olympique où tout est centralisé là. La bouffe, toute l'équipe est là, les physios, les massos. Puis le transport est organisé pour que ce soit juste les athlètes qui partent du village vers leur lieu de compétition. Fait qu'au final, les athlètes ne se mélangent pas vraiment au public. Je dirais que j'ai plus visité la Corée dans les fois où j'étais allé avant, là, les Coupes du Monde que j'étais allé là, 2 ans avant, là, où on a vraiment pris une journée. C'était à Séoul aussi, là, la capitale, la plus grosse ville. C'est plus beau. C'est cette Coupe du Monde-là. Fait que c'était plus ça à visiter que Pyeongchang, qui n'est pas nécessairement une ville touristique. C'était pas froid non plus, il me semble. C'était pas, quand même, la Corée, c'est quand même assez sport. Là. Dans les montagnes, il y avait de la neige. Au niveau de la mer, nous, parce qu'il y a 2 villages olympiques, là, souvent, il y a un village dans les montagnes pour le ski, les sports de pente là, dans la côte de montagne.
Puis un village plus au niveau de la mer pour les sports plus d'aréna. Nous, dans notre village, il y a le courte piste, le hockey, le patin artistique, le curling, puis nous, je pense, là, j'en oublie peut-être un. Dans les montagnes, il y a les sports de ski, de snow, puis de luge, bobsleigh, puis ces affaires-là. Il y avait du gazon, je pense, dans les images. Il y avait du gazon, je pense, dans les images qu'on voyait. Il disait que les installations, c'était bizarre un peu. Il y a du gazon, mais il faisait pas chaud, là. Il faisait autour de 0 puis c'est humide. C'était quand même. Ouais, mais c'est sûr que c'est parce que quand on grandit au Québec, il n'y a pas grand place dans le monde que c'est froid l'hiver là, par rapport à nous. C'est ça, 0, c'est très chaud en hiver. Pour nous, c'est chaud, là, mais je veux dire, il y en a qui arrivent de d'autres pays qui se disent il fait froid, il fait -4, là, mais moi, c'est ça quasiment chaud. Viens au Québec. mais non, j'ai plus visité, c'est ça, 2-3 ans avant, là, on était allé à Séoul, puis là, il y avait le quartier de magasinage avec toutes les lumières, là, comme typiquement asiatiques, là, des grosses métropoles en Asie. Séoul, c'est une ville de 25 millions. Là, c'est avec les alentours, là, c'est gigantesque. Là, c'est quasiment gros comme le Canada au complet en termes de nombre de personnes qui habitent dans la ville. Puis ça, c'était vraiment une belle expérience. Moi, j'aime vraiment ça, aller en Corée puis au Japon. Là, les deux, c'est vraiment des places de fun à aller pour moi. Ça doit être dépaysant au niveau culturel, mais au niveau aussi du temps, parce que j'imagine quand tu le transport, tout ça en avion, c'est combien de temps de vol environ? Aller à Séoul, là, en fait, je dis Séoul parce que tu atterris à Séoul vers l'autobus ou le train à Pyeongchang, là, mais j'essaie de me souvenir, mettons que tu pars de Québec, c'est sûr que c'est un petit vol de plus, là, mais je faisais Québec, Montréal, c'est-tu Montréal, Séoul? Si c'est un vol direct, ça devait être un bon 12 heures. Là. Non, peut-être passe par Vancouver ou par Tokyo, peut-être, mais même ça, c'est 12 heures aussi. Là. C'est quand même une grosse journée. Là. C'est 14 heures de décalage horaire. Là, mon Dieu! Tu as 12 heures de vol, mais tu as 14 heures qui te rentrent dedans rendu là-bas. Là. Oh, et quand tu te réveilles le lendemain matin, tu comprends pas trop t'es où. C'est quel jour? Ça te prend quoi, 3-4 jours pour revenir sur tes pieds après? Ou? Ça dépend qui. Il y a des gens qui s'habituent plus vite que d'autres au décalage horaire. Là. Moi, je m'habitue assez rapidement, mais ça prend une bonne semaine avant de te sentir là, comme prêt à faire une course pas pire. C'est pas pour rien qu'on arrive d'avance. Tes jambes sont molles, puis tu as le dos un peu raide là, après une couple de jours après ça. Là. Aïe, 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 écoute, c'est vraiment impressionnant. Pour vrai, ça me fascine toutes ces histoires-là de pays, parce que vous voyagez tellement aussi en tant qu'athlète, vous découvrez tellement de pays. Si je peux te poser la question, lequel pays tu as le plus aimé visiter ou, je pourrais dire, participer à des compétitions à travers le monde? Patiner, c'est de loin Heerenveen aux Pays-Bas. C'est le pays où le patin est roi. C'est leur sport d'hiver national. L'été, c'est sûr que le soccer, dans n'importe quel pays européen, le soccer, c'est énorme. Mais l'hiver, c'est le patin aux Pays-Bas. Puis, leurs meilleurs patineurs, c'est des vedettes. Là. Je veux dire, c'est des athlètes professionnels. C'est leurs joueurs de hockey là-bas. Là. C'est vraiment des vedettes. Puis, on patine devant une dizaine de milliers de personnes. L'aréna, c'est à peu près ça qui contient, là, 10, 11 000 personnes ou 12 000. C'est plein à chaque fois. C'est en direct à la télé. Tu sais, ma course des mondiaux que j'ai gagnée, malheureusement, à cause de la COVID, il y avait personne dans les estrades. Là, c'était c'est chiant en effet, mais j'ai patiné souvent devant 10 000 personnes là-bas, mais il y avait des millions de personnes qui l'ont regardé à la télé. C'était en direct à la télé. C'est sûr que tu as une vedette là-bas. Là. Tu peux pas te promener dans les rues là-bas. Là. Les gens sont respectueux, mais là, les patineurs de la place, c'est des vedettes, des méga vedettes, mais ça arrive quand même souvent là, qu'on se fait reconnaître là-bas. C'est spécial, hein? Ici, t'es pas connu, mais là-bas, t'es pas connu. T'es moins connu si on veut, mais là-bas, t'es comme. Le monde t'en reconnaît. Je suis plus connu là-bas qu'ici, ça c'est sûr. Là. Puis si on regarde mes amis Facebook, là, j'accepte tout le monde sur Facebook. Là. Ouais, j'ai vu ça. Le 2 tiers de mes amis Facebook viennent des Pays-Bas. Là. Fait que, c'est clair qu'il y en a beaucoup là-bas qui suivent les meilleurs patineurs, mais c'est ça qui fait que c'est vraiment le fun de patiner aussi. C'est que tu sens la passion que les gens ont envers ton sport, puis tu sens aussi que si tu fais une bonne course, c'est pas juste lui est bon, c'est comme il est vraiment bon. Ils reconnaissent le temps même. Là, tu vas faire ta course, tu vas faire un temps, puis ils vont faire comme wow. Là, ils savent que ce temps-là, c'est bon. Contrairement à d'autres places où les gens regardent ça, mais ils regardent ça sans connaître ça. Puis c'est correct, là, je veux dire, c'est bien correct, mais là-bas, c'est des connaisseurs de patins. C'est vraiment, vraiment le fun d'aller là-bas. Wow. Ça me rappelle de l'histoire de GSP en début de carrière. Georges Saint-Pierre, quand il était au Japon, c'était une vedette incroyable, mais à cette époque-là, au Canada, c'était moins populaire, si on veut. Puis quand il est arrivé
pour marcher dans les rues à Montréal, ben, il n'était pas connu comme aujourd'hui. Fait qu'il pouvait marcher sans problème, mais c'est comme assez bizarre d'imaginer que tu es une vedette dans un autre pays, mais dans ton propre pays, tu es moins connu. C'est un peu spécial. C'est sûr que c'est particulier, mais pour nous, c'est comme un rêve. C'est le moment de l'année où on se sent un peu comme des athlètes professionnels. Là. Oui. Par définition, c'est ma profession, c'est mon travail d'être athlète. Fait que je suis un athlète professionnel, j'imagine, là, mais à la Oui. maison, je me sens comme monsieur, madame, tout le monde, mais la semaine, on est là-bas, on se sent comme des vedettes un peu. Là. Hey, c'est spécial en maudit. En tout cas, ça m'impressionne. Je veux tout de suite dire aux gens que le 45 minutes dans le 3/4 de Lunch Made in Québec se termine en ce moment, mais l'entrevue ne se termine pas. Il reste quelques minutes encore qui vont être diffusées dans l'entrevue intégrale qui sera dans la prochaine journée disponible sur YouTube, Spotify, Balado Québec, Google Podcasts et autres. Et puis, pour tous ceux qui sont avec nous présentement sur Facebook Live, je vous souhaite une excellente fin de journée, en fait, une bonne fin de lunch. Et puis, bon retour au travail. Et puis, on poursuit l'entrevue dans les prochains instants dans le Made in Québec podcast. Donc, on va poursuivre dans l'entrevue intégrale pour les questions bonus pour ceux qui sont les vrais fans du Made in Québec. Je veux qu'on parle de ce fameux moment à Sochi en 2014 qui, selon moi, t'a fait devenir un meilleur athlète, une meilleure personne parce que, comme on dit, j'avais lu une citation de Michael Jordan qui avait dit qu'il avait raté, je ne sais pas trop, 26 paniers pour la victoire, que son coach lui avait fait confiance, qu'il avait eu 390 défaites en carrière, mais il avait échoué et rééchoué, mais c'est à cause de ça qu'il a réussi finalement. Fait que, tu sais, c'est tous ces échecs-là qui ont réussi à faire en sorte qu'il est devenu meilleur. Les gens, quand ils te voient échouer, que ce soit il n'a pas réussi à faire les Olympiques ou il a fini 4e, comme je disais tantôt, pensent que ben, t'as choqué, t'es pas bon, peu importe. Il y a tellement, surtout aujourd'hui au Québec, là, c'est l'enfer. Mais à Sochi, quand tu veux pas réussi à participer aux Olympiques par 0,05 secondes, quand on sait le cycle de 4 ans que ça prend pour participer aux Olympiques, je sais que tu étais jeune à l'époque, tu te dis, ben, c'est pas mes derniers jeux, j'ai encore le temps, puis tu le savais, mais comment tu te sens à l'intérieur à ce moment-là? Ben, ça a été une énorme déception à ce moment-là. J'avais fait les championnats du monde 2012-2013. Puis c'est les 3 meilleurs Canadiens qui faisaient les championnats du monde, puis c'était les 4 meilleurs qui faisaient les Olympiques. Fait que, c'était plus facile de faire les Jeux que les mondiaux. Puis les mondiaux, j'en avais fait les 2 années d'avant. J'étais dans les 3 meilleurs Canadiens. Fait que, j'avais juste à répéter ça, puis j'étais aux Jeux. Mais c'est probablement parce que j'ai pensé ça que ça n'a pas fonctionné. Je n'ai pas cherché à m'améliorer. Je me suis dit, ça va bien. Je suis on track, là, je vais les faire. Là, alors que j'aurais dû viser à m'améliorer, viser probablement à gagner des médailles ou à m'approcher des médailles. C'est sûr que c'est rare de gagner des médailles début vingtaine en patin, là, mais le fait que je m'étais un peu assis sur mes lauriers, ça m'a fait devenir un peu plus passif à l'entraînement, moins motivé, moins intense, moins passionné. Puis c'est ça qui a fait que je me suis pas amélioré, puis j'ai raté ma qualification de peu. La marge entre se classer et pas se classer, quand on parle de 5 centièmes de seconde, c'est minime. Ça aurait pu passer quand même, mais au final, le fait est que je m'améliorais plus. J'étais plafonné à un âge où tu es supposé t'améliorer beaucoup. Début vingtaine, des années où tu finis ta maturité, tu finis de prendre ta maturité physique, tu es supposé t'améliorer à cet âge-là. Là. Tu n'es pas encore, je pèse genre peut-être 15 livres de plus que je pesais quand j'avais 20 ans. Là, à cause de l'entraînement, le bagage, ça fait des années qu'ils ont fait de la musculation. À cet âge-là, je n'étais pas encore un adulte pleinement. Là, fait que j'aurais dû m'améliorer, mais ma mentalité était plus bonne. Puis je suis 100% d'accord avec toi quand tu dis que ça fait de moi un meilleur athlète parce que ça a été comme une méga grosse claque d'en face. Là, regarde, ça ne marche pas ce que tu fais, reprends-toi. Puis si je m'étais classé au jeu, j'aurais probablement gardé la même mentalité. J'ai fait mes jeux à 21 ans, c'est bon. Alors que j'aurais pu aspirer à plus. Puis de ne pas me classer à 21, ça m'a fait réaliser, regarde, ça ne marche pas. Là, il faut vraiment que tu t'améliores parce que tu as le talent pour faire bien mieux que ça. Puis ça m'a amené en 2015 à gagner une médaille au championnat du monde. Puis une médaille au championnat du monde, sportivement, c'est la même chose qu'une médaille aux Olympiques. Là. C'est les mêmes patineurs, c'est la même distance. Là. C'est pas plus facile, c'est pas plus dur. C'est juste une année qu'il n'y a pas d'Olympique.
Quand j'ai gagné ma médaille en mondial en 2015, le gars qui a fini 2, c'était le gars qui a gagné les Jeux l'année d'avant. Puis j'ai battu les 2 autres médailles olympiques là, un an plus tard. Fait que, le fait de rater les Jeux, ça m'a permis de faire cette grosse amélioration-là parce que c'est ça qui m'a réveillé un peu, si on veut. J'étais un peu endormi là, où j'en étais dans ma carrière. Fait que ça a été vraiment difficile. Ça a été plusieurs mois pas de remise en question dans le sens que je n'étais pas sur le point d'arrêter de patiner. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse abattre de façon permanente par les embûches. Il y a des patineurs, il y a des athlètes qui semblent gagner à chaque course ou presque, là, des Michael Phelps, des Usain Bolt. Je ne suis pas aussi bon que ça. Fait que moi, j'en ai ma part d'échecs dans ma carrière, puis c'est normal, puis la plupart des athlètes doivent passer par là. Mais fait que je ne suis pas du genre à me laisser abattre par ça. Par contre, ça m'a vraiment fait réévaluer tout, là, ma passion, mon sérieux à l'entraînement, mon équipement, la façon que je m'entraînais. J'ai tout remis en question. Puis je suis arrivé avec une formule, comme un nouveau moi qui était meilleur, qui était amélioré. Puis l'année suivante, ça a été un peu mon éclosion sur le circuit international. Ouais, c'est des très bons points. Puis tu m'as fait penser à quelque chose pendant que tu parlais de ça. Pourquoi tu as choisi le longue piste à la base au lieu du courte piste? Est-ce que ça a été ton physique parce que tu es quand même plus grand que les patineurs Charles Hamelin, Samuel Girard, tout ça? Tu n'as pas de gabarit non plus. Est-ce ça qui a fait que tu as été vers la longue piste? Une grosse part de ça, oui. Moi, c'est ça, je fais à peu près presque 6 pieds, là, 5 et 11 et demi, 195 livres, là, 190, 195 livres. Tandis que Charles, d'après moi, il est peut-être 155. Là, je veux pas. Mais on a un bon comme 35-40 livres de différence. Là. Il est peut-être 2-3 pouces, 2 pouces plus petit que moi, il est peut-être 5 et 10. Je veux pas. Je m'excuse, Charles, si je te. si je te ratisse, là. Mais les patineurs courte piste sont plus petits, plus agiles, plus longilignes, plus capables de se faufiler. Il y a des passements à faire, il y a de l'action, il y a une partie d'agilité qu'en longue piste, il n'y a pas du tout. Nous, c'est vraiment, là, sur les sprints, c'est de la force puis de la puissance pure. Puis sur les longues distances, c'est de l'endurance. Mais moi, c'est vraiment, là, si je faisais de l'athlétisme, je ferais du 100 mètres. Si je faisais du vélo, je ferais du vélo de piste, la plus courte distance. Je suis vraiment un sprinter, là, pur sprinter. Fait que, il y a ça, mais il y a aussi une question d'intérêt. Quand j'ai fait le choix là, que j'allais faire du longue piste, j'avais à peu près 14 ans, 14-15 ans. Puis à cet âge-là, oui, j'étais déjà 5 et 11, j'avais déjà grandi, mais je n'étais pas gros encore. Puis c'était vraiment, j'étais bon dans les deux. Au niveau jeune, je faisais les deux. Puis j'aimais juste mieux le longue piste. J'aimais pas ça, moi, les dépassements, les contacts. J'ai fait une commotion cérébrale en courte piste une fois parce que je me suis fait accrocher le pied en me faisant dépasser. Puis c'est le genre de choses qui arrivent. Là, c'est normal que ça arrive en courte piste. Puis je ne blâme pas. En fait, c'est un de mes amis qui m'avait accroché. Là, je le blâme zéro. Là. Puis lui aussi, on a fait des commotions en se faisant plaquer. Là. Ça arrivait en courte piste. Mais moi, ça ne m'intéressait pas ça. Il y en a pour qui c'est excitant. Puis c'est ça qui fait que le sport les attire. Moi, c'est l'inverse. Moi, ça me turn off. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, je veux faire ma propre course. Pas de facteur chance que le meilleur gagne. T'sais, moi, c'est un peu ça. Puis moi, mentalement, le longue piste, moi, physiquement, ça ressemble aux courtes pistes. C'est les mêmes muscles. Ça force les quadriceps, les fesses, le contrôle du corps. C'est la même façon de patiner quand même. Là, ça ressemble beaucoup. Mais si j'avais à faire un autre sport, ce ne serait pas le courte piste. Ce serait probablement de l'athlétisme, le 100 mètres. Tu as ton corridor, cours en ligne droite, le plus vite gagne. C'est la même chose que le patin longue piste où tu as ton corridor, tu fais ta course, le plus vite gagne. C'est ça que moi, j'aime dans mon sport. Tellement. Puis en plus, il n'est pas trop tard. Regarde, Clara Hughes, on en parlait tantôt, elle a fait du cyclisme également aux Jeux olympiques d'été. Donc, c'est vrai. Mais j'en ai fait un peu d'athlétisme. Puis il n'est peut-être pas trop tard en termes d'âge, mais il m'en manque un peu quand même. Il me manque un peu de talent en course à pied. Appelle Usain Bolt, là, il va t'aider. Écoute, parlant d'autres athlètes, est-ce que tu as créé des amitiés avec d'autres athlètes de d'autres sports, en fait, que le tien à travers les Jeux olympiques ou d'autres compétitions? Aux Jeux olympiques, je dirais que on se tenait beaucoup avec les athlètes de courte piste. On était dans le même village qu'eux. Puis, c'est quand même, nous, je dis on, mais c'est, mettons, les patineurs québécois de longue piste. C'est sûr qu'on va être attirés par les patineurs courte piste. On va avoir envie de parler français aussi. Là. C'est normal. Puis aussi, c'est quand même un peu notre sport aussi. Fait que c'est des gens que je connais. Je me suis jamais entraîné avec eux. Moi, j'ai jamais fait de courte piste de haut niveau. Là, en arrêtant à 14 ans, même si j'étais bon pour mon âge, j'étais quand même loin de l'équipe nationale, on s'entend.
Mais j'ai des gens que je connais, des gens qui me connaissent, puis ça va m'arriver de regarder leur compétition à la maison, puis j'imagine que les autres aussi, ça va arriver de regarder peut-être du longue piste, là, mais on se respecte énormément, même si c'est pas la même chose qu'on fait. Dans les autres sports, un peu, mais je dirais que les Olympiques, c'est juste une fois aux 4 ans, hein, puis les autres compétitions, c'est vraiment juste notre sport avec notre sport. Je croise pas ces athlètes-là jamais, sauf dans un gala une fois par année, puis aux Olympiques. Fait que je dirais pas que j'ai des grandes amitiés avec des gens de d'autres sports, mais un énorme respect mutuel, ça c'est clair, là, parce que même si c'est pas nécessairement. Mon sport préféré, c'est le patin. Là, fait que c'est sûr que il y a des sports que j'aime plus regarder que d'autres, mais peu importe de quel sport on parle, pour se rendre dans les meilleurs au monde, ça prend les mêmes qualités mentales, la discipline, la persévérance. Puis je pense pas que tu peux. C'est sûr que tu respectes les meilleurs des autres sports aussi parce que tu sais leur vie ressemble à quoi, puis tu sais les efforts qu'ils mettent pour arriver là, eux autres aussi. Là. Ah, tellement. Non, je disais ça parce que j'avais entendu justement, je pense que c'était Catherine Savard qui parlait de son expérience que quand tu compétitionnes dans le premier jour des Jeux, ben après ça, c'est comme bon, ben, tu peux savourer le moment puis voyager un peu. Par contre, si tu participes à la fin des Jeux dans ta compétition. Moi, c'était plus à la fin. Là, fait que t'es stressé tout le long. Ma dernière course, c'était 2 jours avant la fermeture. Fait contrairement, mettons, les gens de ski acrobatique, mettons, les autres, ils ont fini leur jeu là, après 2 jours. Là. À toutes les Olympiques. Là. Leurs qualifications sont avant la cérémonie d'ouverture. Tellement que c'est tôt. Ça commence la veille des Jeux, leur course. Fait qu'eux autres, ils ont fini, là, puis ils ont comme 2 semaines de party, là, dans le fond. Mais nous, moi, il fallait que je reste concentré jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est sûr que ça fait des jeux un peu plus sérieux. Ouais, non, c'est pas la même game. Il y a d'autres sports qui ont fini tôt, mais bon. Peut-être qu'un jour, mes Olympiques vont se finir tôt, puis mes distances vont être au début du programme, mais je pense que pour cette année, c'est la même chose encore, c'est vers la fin des Jeux. Ben écoute, c'est pas grave. Y a-t-il un autre sport qui t'intéresse à regarder, mettons, le plus, là, que si tu dis j'ai le temps, puis je finis au début des Jeux, c'est sûr je vais aller dans les estrades les encourager, parce qu'exemple, on parle du ski alpin, du ski acrobatique, peu importe. Y a-t-il un autre sport que tu dis, lui, c'est vraiment le plus excitant pour moi à regarder? Mon sport préféré à regarder, ce serait, même mettons, des sports olympiques, là, ça serait l'athlétisme, mais ça, c'est l'été. Là. Mais l'hiver, je dirais que j'essaierais juste de voir plusieurs sports, de découvrir, un peu comme quand j'étais enfant, puis on regardait les Olympiques à la télé, puis une fois aux 4 ans, on regardait de la luge, puis j'en avais pas vu depuis 4 ans, mais juste le fait de voir un autre sport, d'essayer de le comprendre, de voir l'émotion humaine, du gars ou de la fille qui vient de gagner, c'est quelque chose qui est partagé dans tous les sports, puis c'est beau, peu importe qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas le sport, puis qu'on soit un expert ou non. Fait que je pense que j'irais juste en voir le plus possible. Puis c'est quand même le fun parce que quand tu es au jeu comme athlète, ils te donnent, tu fais une demande de billets, puis à moins que. On s'entend que si tu demandes la finale de hockey masculin. Pas grand-chose. En fait, en Corée, la finale de hockey masculin, je pense même pas que c'était tough à avoir des billets tant que ça. Ouais, il n'y avait pas de gars de la Ligue nationale. Non, puis en plus, en Corée, le hockey, ça n'existe pas. Là. Les gens s'en foutaient presque du hockey. À Vancouver, ça devait être tough, par contre. À Vancouver, ça devait être tough. Là, en Russie aussi, à Sochi, j'imagine. Oui, nous, en fait, au jeu, en Corée, on était dans les sports les plus durs. Là. C'était patin artistique, patin de vitesse. C'était les courtes pistes et longues pistes. Là. C'était les 3 sports les plus durs à avoir des billets. Fait que, mais même à ça, si tu demandais une couple de jours à l'avance, tu devais être bon pour avoir des billets. Fait que, c'est quand même le fun comme expérience de pouvoir voir ça sur place là, gratuitement. Là, si tu fais assez tôt, ils t'en donnent. Ah, ça doit être le fun en maudit. Il me reste 2 questions en terminant rapidement parce que je vois l'heure qui file. T'as-tu un athlète qui t'intimide ou qui t'intimiderait à croiser? On parle de Usain Bolt, Michael Phelps. Ça peut être des gens qui ont moins de titres aussi, mais que tu dis, si je croise cet athlète-là ou je l'ai déjà croisé, je me mets à trembler, c'est sûr et certain. Là. Je pense une des personnes à qui j'aimerais. Tu sais, mon athlète préféré, ça a longtemps été Federer. Je pense. Puis là, il est rendu à un âge où c'est comme rendu plus mythe, légende vivante qu'athlète pratiquement. Il est encore bon, là. Puis il avait fait le quart de finale à Wimbledon. Là. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est juste, tu sais, des athlètes comme ça en fin de carrière, là, tu te dis, hey, j'ai été chanceux de le voir jouer, tu sais, en live. Je ne l'ai jamais vu en vrai, là, mais tu sais, juste comme, tu sais, d'avoir pu voir sa carrière, puis il est sur la fin, puis tu essaies d'apprécier chaque dernier moment qu'il va donner à ses fans. Puis en plus, il a l'air d'une personne extraordinaire. Là. Il a l'air vraiment, vraiment gentil. Fait que probablement que je figerais si j'arrivais devant Federer. Là. Je m'en fous. Après, c'est pas y avoir dit salut. Là, mais on est chanceux d'avoir connu. Par son âge, son statut aussi. Là, c'est pas juste que c'est
ça a été le meilleur, mais il y a des athlètes qui deviennent plus gros que juste ce qu'ils ont fait, là, tu sais. Puis pas parce que c'est une vedette, mais juste comme par le fait que tu te dis, hey, c'est comme une légende vivante, là, une légende de son sport, là. Fait que j'imagine Federer. Tellement, écoute, ben, ça répond en même temps un peu à ma prochaine question qui était, as-tu un idole, une personne que tu idolâtrais en fait depuis le début de ta jeunesse, dans d'autres sports peut-être aussi, là, que tu dis, lui, c'est vraiment mon inspiration. J'imagine un peu Roger Federer. Ouais, Federer, il y en a eu d'autres, mais je dirais pas que j'ai jamais eu d'idole. Je dirais que c'était plus des modèles, mais j'ai jamais été comme fan. Comme quand il y avait des Coupes du Monde de patin, mettons, quand j'étais enfant, j'allais voir. Je n'étais pas dans ceux qui faisaient la file pour avoir des autographes. Moi, je les voyais comme des humains, je les voyais comme des objectifs à atteindre. Federer, ça a toujours été un modèle pour moi par ses résultats, mais sa classe, son sportsmanship. Puis, quand tu y penses, le nombre d'heures qui sont filmées, là, pas mauvais perdant. C'est facile d'avoir l'air mauvais perdant. Là, aucun scandale. Course, là, mais eux autres, ils ont une caméra dans la face tout le temps et se comportent toujours avec de la classe. Là, vraiment, là, c'est un modèle pour ça. Puis sinon, ben, je veux dire, par sa constance, ses résultats, c'est sûr. J'en ai eu dans mon sport aussi, plus spécifique en patin. D'un Gaétan, là, même si je ne l'ai jamais vu patiner, mais je veux dire, je m'entraîne au Centre national Gaétan Boucher, sur l'anneau Gaétan Boucher, qui va maintenant s'appeler le Centre de glace Gaétan Boucher. Là, c'est un héros de notre sport. Mais sinon, quand j'étais rendu plus comme ado, là, les meilleurs patineurs au monde, je les voyais, mais c'était plus un objectif rendu là. Je croyais en mes chances, je savais que j'avais des aptitudes pour le patin, j'avais un bon talent. Fait que je me disais, c'est pas. Je veux pas non plus. Faut pas que ça soit des dieux à mes yeux, parce que dans 5 ans, je vais essayer de les battre. Là, fait qu'il fallait que ça reste comme des humains puis que je me laisse pas impressionner. Fait que je dirais pas que je me laisse impressionner, mais c'est sûr que je veux dire. Même maintenant, je suis rendu dans les quelques meilleurs au monde, puis des autres gars m'impressionnent. Là. C'est des méchants bons patineurs, c'est des bons athlètes. J'imagine que peut-être que je les impressionne aussi, mais j'ai de l'admiration pour les meilleurs patineurs au monde parce que je le sais ce que ça prend pour être bon comme ça, puis je le sais à quel point c'est difficile. Fait que c'est un énorme respect commun avec mes rivaux là, sur le circuit international. C'est un très bon point, vraiment. Écoute, tu as toujours des bonnes réponses et des bons points, puis celui-là, je l'ai bien aimé. En terminant, ma dernière question était sur tes parents. Comment c'était d'être un fils de 2 athlètes, en fait? Est-ce que tu as senti cette pression-là tôt dans ta jeunesse, que ce soit peut-être par tes parents ou l'entourage qui te voyait déjà suivre dans leurs traces, ou pas en tout, ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait vraiment naturellement. C'est sûr que c'était particulier. Je veux dire, j'étais conscient que mes... jeune, non, mais rendu comme enfant, j'étais conscient que mes parents avaient patiné, mais mes parents ne s'en vantaient pas, puis ils voulaient juste qu'on ait du plaisir, puis qu'on apprenne des bonnes valeurs de sport, l'effort, la persévérance, la discipline, mais pas la victoire à tout prix. Fait que mes parents étaient parmi les parents les plus relax de tous ceux avec qui ils patinaient. Ça ne les stressait pas pantoute, puis j'avais une bonne ou une mauvaise compétition, c'était pas important à leurs yeux. Ce qu'ils voulaient, c'est que j'aille du plaisir puis que je force, là, que je lâche pas à la fin, que je force jusqu'à la fin de la course, que je sois premier ou dernier. Puis, j'ai jamais ressenti de pression à cause de ça. Il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui veulent vivre leur rêve à travers leurs enfants. Ouais. Hey, moi, je n'ai pas fait de la Ligue, mais toi, tu vas faire la Ligue. Là, à son kid de 10 ans, alors qu'il n'y a aucune chance, là, ou presque pas. Là, mais c'est vraiment trop commun, malheureusement. Puis j'ai fait du patin avec des parents qui étaient comme ça. Puis j'ai joué au soccer beaucoup aussi. Puis il y en avait des parents qui étaient comme ça. Ils voyaient leur enfant là, jouer pour Barcelone, là, ou je ne sais pas trop. Là, alors que, je veux dire, on s'entend dessus qu'il n'y en aura pas de Québécois là, qui décident de jouer au Barcelone. On n'est pas très bon au soccer. Là. Non. Vraiment trop intense. Puis mes parents, c'était tout l'inverse de ça. Là. C'était comme, il fallait que je force, puis si je gagne, je gagne. Si je perds, mais mes parents étaient fiers de moi si j'avais mis l'effort. Fait que, tu sais, j'ai pas ressenti ça. Puis plus ado, peut-être un petit peu, là, on commençait à m'en parler parce qu'on voyait le potentiel en moi, puis il se disait, regarde, lui, il a du talent, ses parents étaient bons, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai rapidement fait l'équipe nationale, gagné des médailles internationales, puis dès que j'ai gagné une médaille ou deux, c'était comme... en fait, la relation, pas la relation, mais la façon de décrire la relation avec mes parents a comme switché. C'était plus Laurent Dubreuil, fils d'Olympien. C'était comme mes parents, c'était devenu mes parents. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Le fils d'Olympien, c'est mes parents étaient les parents de Laurent Dubreuil. J'ai rendu comme plus connu qu'eux autres, j'imagine. Mais mes parents, eux autres, n'ont tellement jamais fait de
plat avec ça que j'ai jamais ressenti ça, là. Même pas un petit peu. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pu prendre pleinement plaisir à patiner. Puis jamais avoir à me mesurer à eux. T'sais. Ils n'ont jamais fait un concours de tout ça. Ils n'ont jamais eu des attentes élevées envers nous. C'était juste, il fallait qu'on ait du plaisir, il fallait qu'on force. Écoute, c'est tellement inspirant. Le but du podcast, c'est d'inspirer les gens, mais je pense que ça va inspirer des parents qui écoutent aujourd'hui à peut-être se laquer un peu à pédale sur leur encouragement puis leur pression envers leur enfant. Je pense que oui, honnêtement, parce que de toute façon, c'est un message que je peux donner aux parents. Là. Si vous voulez que votre enfant se rende loin puis patine, moi c'est patiner, mais qui performe le plus haut niveau qu'il peut se rendre longtemps, là, comme moi j'aime encore mon sport autant que quand j'étais enfant, puis je vais avoir 29 ans bientôt, là, mais c'est pas en l'écœurant à 7 ans que vous allez réussir. Là. Faites-lui essayer tout, donnez-lui les outils pour se développer, mais écœurez-le pas, votre enfant, parce qu'il va arrêter à 14 ans. Là. Je l'ai vu trop souvent, je l'ai vu dans mon sport, je l'ai vu dans tous les sports que j'ai faits. Des jeunes prodigieux qui arrêtaient à l'adolescence parce que le citron avait été tellement pressé qu'il n'avait plus envie de le faire. Là. Fait que laissez-le, puis si votre enfant est bon, puis il aime ça, ben il va continuer, puis il va se rendre loin. Puis sinon, ben, c'était pas dû pour arriver. C'est pas en l'écœurant que ça va fonctionner mieux. Là. Exactement. Mais écoute, c'est un très bon témoignage. Puis j'espère que les parents vont t'écouter parce qu'on en voit trop. J'espère me souvenir de ma propre leçon avec mes enfants, mais d'après moi, ça devrait être correct. Je suis photographe sportif professionnel, fait que je photographie tous les sports, puis dans les arénas, on en voit tous les genres dans n'importe quel sport, fait que tu as raison là-dessus. Est-ce que c'est tes derniers jeux cette année? Est-ce que ça va être est-ce que c'est clair dans ta tête ou non? Moi, j'aimerais ça continuer encore longtemps. Je dis que j'aime ça, c'est encore vrai, je suis à mon meilleur. On ne sait jamais en sport, hein, t'es jamais à l'abri d'une blessure, malade, peu importe, là, une baisse de motivation, mais moi, j'espère au moins continuer jusqu'en 2026. Là. J'espère au moins me rendre à 33 ans. Là. C'est réaliste, puis j'aime vraiment ce que je fais. Fait que je ne me vois pas arrêter de sitôt. On va te suivre, c'est certain, jusqu'à là. Puis as-tu un mot, un encouragement que tu pourrais donner ou un témoignage pour les jeunes qui vont nous écouter dans le podcast? Peut-être qu'ils veulent suivre dans les traces de Laurent Dubreuil ou simplement qu'ils veulent s'inspirer de toi pour aller au plus loin de leur sport respectif. Ben, c'est un peu le même message que j'ai donné aux parents. Le plus important là, pour les jeunes, c'est d'avoir du plaisir. Moi, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement là, quand j'étais ado, mais à 13-14 ans, là, c'était pour le fun. Amuse. Rendu sur place, ben oui, tu forces puis tu veux gagner, c'est sûr, mais faut pas oublier que c'est un jeu. Les sports, c'est des jeux. Il faut peut-être du plaisir. Puis je me dis la même chose maintenant. Là. Si je suis tellement stressé à une course, un championnat du monde, une coupe du monde, que j'ai pas de fun, mais j'ai échoué à la tâche, là, dans le sens, ça vaut pas la peine d'être le meilleur au monde si t'as pas de fun. Il faut avoir du plaisir. C'est vrai quand on est jeune, c'est vrai quand on est vieux, puis de toute façon, vous allez être meilleur si vous avez du fun. Fait qu'essayez juste d'apprécier ce que vous faites, vous souvenir que c'est un jeu, puis c'est comme ça que vous allez progresser le plus vite possible. Wow, écoute, tu devrais devenir conférencier à la fin de ta carrière, mon cher Laurent. Tu as tout ce qu'il faut pour. Écoute, tu vas en inspirer certainement plusieurs avec ce podcast-là et avec tes prochaines performances, c'est certain, dans les années qui vont suivre. Ou, comme tu disais plus tôt, par ta belle carrière déjà accomplie, parce que tu en as accompli beaucoup. Fait qu'on va te souhaiter la meilleure des chances pour les prochains Jeux, pour ta prochaine année de préparation qui s'en vient. Et puis, moi, de mon côté, je te remercie d'avoir participé au podcast. C'est un excellent podcast, c'est un invité de qualité, des propos incroyables. Merci pour ta générosité. Puis je vais te laisser aller chercher ta petite fille à l'école. Exact. Merci beaucoup, Antoine. C'était vraiment le fun. J'ai bien apprécié. Ben, merci à toi. Puis merci tout le monde d'avoir été dans ce 44e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Laurent Dubreuil, ainsi que ce deuxième épisode pour ceux qui l'ont écouté dans le 3/4 de lunch version condensée de 45 minutes sur le Facebook Live du podcast. Donc, merci à tous et passez une agréable fin de journée.